Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière capsule où on va regarder cette fois-ci comment les facteurs biotiques peuvent avoir un impact sur l'abondance et la répartition des espèces dans les écosystèmes. Encore une fois, on commence avec une définition. La définition de facteur biotique, c'est l'ensemble des interactions relatives aux êtres vivants dans un écosystème. À la différence des facteurs abiotiques, on parlait vraiment de plus d'interaction avec les éléments physico-chimiques d'un milieu. Là, c'est vraiment en fonction d'interaction entre les êtres vivants dans un écosystème. C'est la différence entre biotique et abiotique. Les facteurs abiotiques rentrent dans deux grandes catégories. On parle de relations intraspécifiques quand c'est des interactions entre des individus d'une même espèce. Donc, par exemple, ici, nos cerfs qui sont en compétition peut-être pour un territoire, une femelle. Bref, c'est des interactions entre deux individus de la même espèce, ce qui veut dire que ça rentre dans une relation, une interaction intraspécifique. Et à l'inverse, on a celle qui est interspécifique, où ça va être des interactions entre des individus d'espèces différentes. Donc, par exemple, la prédation entre le loup et le cerf ou le chevreuil ici, euh, on a vraiment deux espèces qui interagissent l'une sur l'autre, donc qui sont en relation, même si c'est de la prédation, ce qui veut dire que ça rentre dans une relation interspécifique. On va faire la différence entre les deux ici. À la page 32 de votre cahier d'exercice, vous avez ce tableau-ci. On voit différents types d'interactions comme la compétition, prédation, herbivorisme. Et on vous demande de regarder l'effet que ça a sur les différentes espèces. Donc, à chaque fois, il faut assumer soit que, si on prend la prédation, par exemple, soit l'espèce A est le prédateur ou l'espèce B est le prédateur. Donc, vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes réponses que moi, mais vous avez juste à les inverser, ça revient au même. Il y en a peut-être certaines comme le parasitisme, mutualisme, commensalisme. Peut-être ça vous dit moins, ça vous sonne moins des cloches. Inquiétez-vous pas, directement après avoir corrigé l'exercice, j'ai trois diapositives sur ces modes d'interaction-là et j'ai des exemples aussi, donc ça va vous aider pour la compréhension. Faites quand même pause, essayez de remplir le tableau. Au pire, vous corrigerez, c'est pas grave si vous n'avez pas bon. Donc, je vous laisse 2 secondes pour faire pause. Donc, si vous êtes revenu, j'imagine que c'est parce que vous avez fait l'exercice, du moins je l'espère. Donc, on va commencer. La compétition. Sur l'espèce A comme sur l'espèce B, ça va avoir un impact négatif. Okay? Si on imagine deux espèces qui sont en compétition pour leurs ressources, pas, les deux vont avoir moins de nourriture que s'ils étaient dans le même écosystème et que l'autre espèce n'existait pas et qu'ils étaient tout seuls à consommer cette ressource-là. Donc, la compétition entre les espèces a vraiment des impacts négatifs pour les deux. La prédation, si j'assume que mon espèce A, c'est le prédateur, la prédation va avoir un impact positif pour mon prédateur, mais négatif pour mon espèce B qui serait ma proie. Hein. C'est sûr que pour la proie, ce n'est pas un avantage d'avoir un prédateur dans le milieu. Pour le prédateur, lui, c'est un avantage d'avoir une proie, de pouvoir s'alimenter facilement. Donc, une relation positive pour notre prédateur et un effet positif plutôt sur notre espèce A et un effet négatif sur notre espèce B. Pour ce qui est de l'herbivorisme, c'est la même chose. OK? Parce que, dans le fond, c'est un peu, encore une fois, une relation de prédation, si on veut, dans le sens que l'herbivore va consommer la plante dans le même ordre d'idée que le carnivore va consommer un mammifère plus petit. C'est un peu le même principe. Notre herbivore va avoir un effet positif à consommer des végétaux, mais nos végétaux n'auront pas d'effet positif, vont avoir un effet négatif à la présence de l'herbivore. C'est un peu le même principe qu'avant. Pour ce qui est du parasitisme, encore une fois, c'est la même chose. Donc, si notre espèce A, c'est notre parasite, le parasite va avoir un avantage, va retirer des ressources, mais va retirer les ressources par rapport à son hôte. Donc, ça peut être un parasite qui va se retrouver dans notre système ou sur notre peau. Mais si vous pensez par exemple à une tique, la tique va se trouver sur votre peau, va prendre de votre sang. Elle, ça va avoir un avantage pour cette espèce-là. Ça va avoir un effet positif parce qu'elle va gagner des ressources, mais pour vous, ce n'est pas un avantage d'avoir des tiques sur votre corps. Donc, un effet négatif. Donc, un impact positif sur le parasite, un impact négatif pour l'autre. Une interaction mutualisme, ça le dit un petit peu dans le mot, ça va être bénéfique pour les deux. Donc, c'est une interaction mutuelle où les deux sont gagnants. On va voir des exemples plus tard. Ça se retrouve quand même plus souvent que vous pensez en nature. Et finalement, on a le commensalisme. Commensalisme, ça va avoir un impact positif sur une espèce et sur l'autre espèce, il n'y aura pas vraiment de changement. Donc, ça va être des interactions où l'espèce A va vraiment avoir un avantage sans nécessairement porter un effet négatif sur l'espèce B, même que l'espèce B pourrait ne jamais s'en rendre compte vraiment. Donc, c'est le commensalisme ici. Encore une fois, comme je l'ai dit, parasitisme, mutualisme et commensalisme, on les voit à l'instant. Donc, qu'est-ce que le parasitisme? Parasitisme, c'est l'interaction d'exploitation dans laquelle un organisme, donc notre parasite, se nourrit aux dépens de son hôte et lui porte préjudice. Donc, encore une fois, si on se souvient du tableau, l'espèce A avait un plus. Pourquoi? Parce qu'elle se nourrit, donc elle a un avantage, mais son hôte, qui était l'espèce B, avait un moins. Pourquoi? Bien parce que
lorsque le parasite se nourrit, ça porte préjudice à l'autre. Un exemple de ça, euh, en fait, il peut y avoir, comme j'ai dit, des endoparasites, donc des parasites qui vont vivre à l'intérieur de vous. Un exemple, c'est les nématodes parasites. Nématode parasite qui va avoir un cycle de développement qui va se produire dans l'œil de mammifère, par exemple. Donc, si on regarde ça, c'est un œil de chat, vous voyez clairement le nématode qui se retrouve dans l'œil. Donc, son cycle de développement se fait dans l'œil du chat. Clairement que le chat n'est pas avantagé d'avoir un nématode dans son œil, là, que ce soit pour la vision ou pour autre chose. C'est un désavantage, mais le nématode, lui, va ressortir de la nourriture, il va pouvoir faire son cycle de reproduction, donc lui va être avantagé. Et on a des ectoparasites, donc des parasites qui sont à l'extérieur de l'autre, comme nos tiques, par exemple, que j'ai mentionné précédemment. Un autre type d'interaction possible, c'est le mutualisme. Comme j'ai dit plus tôt, ça va être une relation interspécifique qui va profiter aux deux organismes. Donc, les deux organismes ont vraiment un avantage dans cette interaction-là. Un exemple de ça, c'est les fourmis et les acacias. Donc, l'acacia, qui est une espèce d'arbre qui va donner un abri aux fourmis, qui va fournir aussi un peu de nutriments. Et en échange, les fourmis qui vivent sur l'acacia vont le défendre contre les herbivores, contre la présence de mammifères qui pourraient les déranger, peu importe, vont vraiment jouer le rôle de protecteur de l'acacia en échange du fait qu'ils lui donnent un abri et qu'ils lui fournissent des nutriments. Un autre exemple, c'est nos crocodiles ici qui vont garder leur gueule ouverte et permettre à certains oiseaux de venir ramasser les restes de nourriture qui se retrouveraient dans leur gueule ou entre leurs dents. Donc, c'est un avantage pour les oiseaux qui trouvent la nourriture facilement et c'est un avantage pour notre crocodile qui se fait nettoyer la gueule. Donc, c'est comme un rendez-vous chez le dentiste gratuit. Donc, les crocodiles le savent et la raison pourquoi ils gardent la bouche ouverte plutôt que la fermer puis simplement avoir une proie, une petite gâterie facile, c'est parce qu'ils savent que pour eux, c'est un avantage de se faire nettoyer. Donc, ils gardent cette interaction-là sans nécessairement consommer l'oiseau. Un autre exemple possible, si on revient au cycle biogéochimique qu'on a vu la semaine passée, ça aurait été les bactéries fixatrices d'azote qui vivent dans les nodules des plantes, par exemple. Ça, c'est un exemple de mutualisme qu'on a déjà vu. Le dernier type de relation, c'est le commensalisme. Donc, ça aussi, comme je l'ai dit, c'est une interaction qui est avantageuse pour une espèce, mais qui est sans effet pour une autre. Un exemple de ça, c'est les plantes épiphytes qui vont commencer à croître sur la base d'autres arbres qui sont déjà en place, mais ils ne vont pas tirer les ressources de cet arbre. Ils vont simplement s'en servir pour croître. Donc, ce qui veut dire que ça a un impact positif, ça a un avantage pour l'épiphyte, sans avoir nécessairement d'inconvénients ou d'avantages pour notre arbre qui est déjà en place, parce que la plante fait juste pousser dessus et ne tire aucune ressource d'extra. L'autre exemple, c'est nos hérons garde-bœuf. Donc, les hérons garde-bœuf se tiennent très près des bœufs, c'est un peu dans le nom, et ils vont consommer les insectes qui sont à proximité, donc les mouches, les maringouins, peu importe. Et c'est ça. Donc, pour le bœuf en soi, bon, ça pourrait être un peu du mutualisme s'ils vont consommer les moustiques. S'ils consomment les mouches, ça n'a pas vraiment d'impact sur le bœuf, donc ça tombe dans le commensalisme. Par contre, c'est un type de relation qui peut facilement se transformer en mutualisme si on se dit que notre bœuf a par exemple des ectoparasites comme des tiques et que le héron garde-bœuf irait consommer les tiques, ben là, plutôt qu'il y ait du commensalisme, on tombe dans du mutualisme. Même chose avec notre crocodile de tantôt, c'était du mutualisme quand il se faisait nettoyer la gueule, mais au moment où il décide de fermer la mâchoire puis de manger l'oiseau, ben là, on n'est plus dans du mutualisme, on est dans de la prédation. Donc, c'est assez facile des fois de changer de type d'interaction. Donc, important à garder en tête. Donc maintenant, oh, je vais tasser mon visage ici. Donc maintenant, à la page 33 de votre cahier d'exercice, vous avez cet exercice-ci qui ressemble à un qu'on a déjà fait dans des capsules précédentes où vous devez définir les différents termes en A, B, C, D et E. Donc parler du type d'interaction qu'on voit dans l'énoncé. Et ensuite, vous allez associer le bon exemple à la bonne interaction. Donc encore une fois, vous faites pause, vous essayez l'exercice et je le corrige avec vous à l'instant. Donc, le temps de la correction. En A, relation s'établissant entre individus de deux espèces ou plus et permettant à chacun d'en tirer profit sans subir d'inconvénients. Ben, c'est du mutualisme. Comme on dit que les deux en tirent profit, c'est la définition du mutualisme. En B, demande commune à deux individus ou plus envers une ressource limitée, par exemple nourriture, eau, lumière, espace, accouplement. Elle peut être intraspécifique ou interspécifique. Là, c'est de la compétition. Les deux espèces sont en compétition pour une ressource qui est limitée. En C, on a relation entre deux espèces où l'une, le parasite, vit à la surface ou à l'intérieur de l'autre, l'hôte.
et lui prélève la nourriture dont elle a besoin. Donc ça, j'imagine que vous avez deviné que c'est du parasitisme. On utilise même le mot parasite dans l'énoncé. Euh, En D, on a interaction entre des espèces dans laquelle une espèce, le prédateur, dévore l'autre. La proie, c'est de la prédation. Et interaction au cours de laquelle un herbivore mange des plantes, des parties de plantes ou d'algues, c'est de l'herbivorisme. Pour ce qui est des exemples maintenant. Le 1. Dans les champs ayant été utilisés durant de nombreuses années comme pâturage pour les troupeaux de vaches, on constate que le nombre d'espèces de plantes y poussant est très limité comparativement aux autres endroits. Par contre, on y trouve beaucoup plus de rosiers, de chardons et de framboisiers qu'ailleurs. Donc ça, c'est un exemple d'herbivorisme. Et comme ça a été un site pour le pâturage de troupeaux de vaches pendant plusieurs années, ben là, les espèces qui y poussent, c'est des espèces qui sont capables de résister aux herbivores un peu mieux, comme les rosiers qui vont avoir des épines sur leurs tiges. En deux, les racines des légumineuses portent des renflements appelés nodosités dans lesquels vivent des bactéries du genre Rhizobium. Ces bactéries fixent l'azote atmosphérique. Bon, ça j'ai donné l'exemple plus tôt, c'est du mutualisme. On en avait parlé aussi durant les cycles biogéochimiques. En trois, vous habitez à la campagne et vous avez l'habitude d'observer les petits mammifères qui fréquentent votre terrain. Un jour, vous adoptez un malamute, un très gros chien qui ressemble à un loup, pour vous tenir compagnie. À partir de ce jour, vous n'observez plus d'animaux sauvages sur votre terrain. La raison? La prédation. Les animaux ne s'aventurent plus sur le terrain et ont peur de devenir des proies dû au fait que vous avez maintenant un malamute qui a l'air d'un gros loup qui serait le prédateur. En 4, quelques semaines après un voyage en Afrique, une voyageuse aperçoit une bosse étrange sur un de ses orteils. La bosse est de forme allongée, elle a la forme d'un verre. De jour en jour, elle se déplace un peu sous la peau de son orteil. Elle va donc consulter un médecin et lui confirme qu'un ver nommé Larva migrans vit et se nourrit dans son orteil. Donc ça, c'est du parasitisme, un exemple d'endoparasitisme, puisque le parasitisme se retrouve sous la peau, dans l'orteil. Ce qui est un peu dégoûtant, mais bon. Et en 5, dans une même rivière, on remarque que la densité de juvéniles de truites arc-en-ciel est inférieure dans les sections où l'on trouve également des juvéniles de truites brunes. Ils sont en compétition. Donc, on a des juvéniles de truites arc-en-ciel qui sont en densité inférieure où on retrouve une autre espèce, la truite brune. Donc, probablement que les deux sont en compétition et que le mode de vie de la truite brune lui permet de performer un petit peu mieux dans l'écosystème, ce qui fait en sorte qu'on voit moins de truites arc-en-ciel dans cet écosystème. Donc, je vous montre ici, vous avez sur Moodle cette vidéo-là. C'est simplement un petit rappel pour vous rappeler de l'évolution, la théorie de l'évolution de Darwin, parce que les prochaines diapositives vont parler un peu de l'adaptation des différentes espèces aux différents types d'interactions qu'on a parlé précédemment. Donc, vous pouvez aller voir ça, c'est sur Moodle. Donc, on va parler maintenant de ce qui a permis l'adaptation aux facteurs biotiques. Par exemple, l'adaptation à l'herbivorisme, okay? Parce que les herbivores se sont adaptés pour être herbivores, donc se sont adaptés à l'herbivorisme, mais aussi les végétaux ont dû s'adapter d'une certaine façon. Donc, par exemple, pour les végétaux, il y a certaines espèces qui vont relâcher des substances toxiques pour les organismes qui vont faire en sorte que les herbivores ne viendront pas les consommer. Ou sinon, il y en a d'autres qui, après de nombreuses et de nombreuses années, ont vu l'apparition d'épines ou de pics sur leurs tiges pour, encore une fois, éviter de se faire consommer par les herbivores. Pour ce qui est des herbivores, eux, ils se sont adaptés, encore une fois, après de nombreuses et de nombreuses années, que ce soit au niveau du système digestif, donc un système digestif plus long qui leur permet vraiment de ressortir tous les nutriments présents dans les végétaux. Sinon, ils ont une dentition adaptée, faite vraiment pour écraser les végétaux plutôt que des canines qui vont permettre de déchirer la viande. Et ils ont un odorat et des chimiorécepteurs qui vont parfois leur permettre de déterminer si une plante justement est comestible ou si, comme notre premier exemple ici, Astragalus bisulactus va sécréter des substances qui vont être toxiques pour l'organisme. Donc, avec l'odorat et les chimiorécepteurs, parfois, ils sont capables de différencier les végétaux qui sont bons pour la consommation et ceux qui ne le sont pas. Un autre type d'adaptation, c'est l'adaptation à la prédation, mais cette fois-ci du côté des proies. Tantôt, on va voir pour les prédateurs. Donc, un type d'adaptation, c'est l'homochromie. Donc, l'homochromie, qui est un mot compliqué juste pour dire du camouflage. Donc, vous voyez ici, par exemple, une espèce de papillon qui se fond vraiment dans son environnement et qui rend sa visibilité vraiment plus difficile pour un prédateur. Par contre, l'homochromie, c'est une belle adaptation contre la prédation tant que l'environnement dans lequel l'organisme vit reste inchangé dans le temps. Okay? Parce que, un exemple de ça, vous pourrez aller le Google si vous voulez, c'est la phalène du bouleau. La phalène du bouleau, qui est un papillon aussi qui vivait sur l'écorce du bouleau. Donc, c'est un papillon blanc qui vit sur l'écorce du bouleau, qui est elle aussi blanche. Donc, il était très bien camouflé pour éviter les prédateurs.
Par contre, il y a une mutation qui est apparue dans la phalène du bouleau qui rendait certaines phalènes noires. Donc, les phalènes noires qui étaient positionnées sur les bouleaux à écorce blanche étaient très, faciles, très facilement repérées par nos prédateurs et étaient consommées en premier. Par contre, dans les années 1800-1900, avec les révolutions industrielles, on a commencé à avoir des industries au charbon et le charbon se déposait sur l'écorce des bouleaux. Et là, on passait des bouleaux avec une écorce blanche à une écorce plus grise, noire, foncée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ben, les phalènes du bouleau qui avaient la mutation qui rendait noire étaient tout d'un coup avantagées et celles qui étaient blanches, ben là, se retrouvaient sur des écorces noires et ressortaient vraiment, étaient plus faciles à avoir pour les prédateurs et étaient consommées en premier. Donc, l'homochromie est une belle adaptation tant que l'environnement ne change pas et que l'espèce peut encore se camoufler dans son environnement. La coloration d'avertissement, c'est simplement des espèces qui vont avoir des couleurs très vives pour dire à leurs prédateurs que s'ils les consomment, il va avoir des répercussions, que ce soit que le prédateur devienne malade ou même ça peut provoquer sa mort. Donc ça, c'est dû aux couleurs très, très vives. C'est des colorations d'avertissement. Par contre, c'est possible aussi que certaines espèces imitent des espèces toxiques pour justement essayer d'éviter de se faire consommer. C'est ce qu'on appelle du mimétisme. Il y a deux types de mimétisme. Il y a le mimétisme bathésien, où, comme je viens de dire, une espèce inoffensive va imiter une espèce qui est nuisible. Okay? Un exemple de ça, c'est, oh, je ne l'ai pas mis ici, c'est le monarque. Okay? Le monarque, c'est une espèce toxique pour les espèces, pour la consommation, mais le vice-roi, lui, c'est un papillon totalement inoffensif, mais qui, avec les années, son patron de coloration, c'est le même que celui du monarque, ce qui fait en sorte que les prédateurs ont la misère à faire la différence entre les deux et souvent vont laisser le vice-roi de côté juste parce qu'ils pensent que c'est un monarque et ils ne veulent pas être intoxiqués. Le mimétisme mullérien, lui, c'est quand deux espèces nuisibles se ressemblent l'une et l'autre. Donc, on a ici, par exemple, une espèce de guêpe, une espèce d'abeille qui ont un patron de coloration très semblable parce que les deux sont nuisibles. Donc, c'est ce qu'on appelle du mimétisme mullérien. C'est quand les deux espèces nuisibles se ressemblent et les prédateurs vont simplement éviter ces espèces-là parce qu'ils savent qu'ils leur sont nuisibles. Pour ce qui est de l'adaptation des prédateurs, ben là, ça, il y en a une multitude, que ce soit encore une fois le camouflage, par exemple la pieuvre, la rapidité du guépard, l'agilité. En fond, ils vont développer des armes pour un peu réussir à contrecarrer le fait que les proies s'adaptent eux aussi à la prédation. Donc, c'est une espèce de course aux armements. Ça s'appelle l'hypothèse de la reine rouge. Ce terme-là, hypothèse de la reine rouge que je vous décris là, c'est intéressant, mais ça va un petit peu à l'extérieur des objectifs du cours. Donc, gardez ça en tête. Mais l'hypothèse de la Reine Rouge, c'est basé sur le deuxième volet d'Alice au Pays des Merveilles, où la Reine Rouge, à un moment donné, lui dit on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on va aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça. Donc, c'est un peu ça qui se passe avec les prédateurs et les proies. Les deux sont tout le temps en train de courir simplement pour rester au même endroit, pour que les prédateurs soient encore capables de consommer leurs proies et pour que les proies soient encore capables de résister aux prédateurs. Il faut qu'il y ait des adaptations et, dans le fond, ça les gardent sensiblement au même endroit, même s'ils avancent et qu'ils s'adaptent à chaque, avec le temps. C'est tout pour les adaptations. Maintenant, on va regarder les effets que la compétition peut avoir sur les espèces. Donc, il y a deux types de compétition. Il y a l'exclusion compétitive, où ça va vraiment être deux espèces qui vont avoir le même habitat, le même mode de vie, et dans le fond, il va y avoir une élimination locale de l'une des deux espèces en compétition. Okay? Une analogie avec ça, pensez, vous vivez en appartement, vous avez un colocataire, et votre colocataire, non seulement il se couche à la même heure que vous, il dort dans le même lit, il se lève à la même heure, il prend sa douche en même temps avec vous autres, il se nourrit en même temps, il vous suit là, à tous les moments de la journée, ben, je vous garantis qu'il y en a un des deux qui va abandonner avant ou qui va juste dire non, moi ça suffit, je m'en vais. Ben, c'est un peu ça. Okay? Donc, il y a deux espèces qui vont être en compétition. L'espèce qui va réussir à prendre les ressources le plus efficacement possible dans l'écosystème va survivre et l'autre, ben, à un certain moment, va être éliminé localement dans l'écosystème. Sinon, on a le partage des ressources. Ça, c'est la sélection naturelle qui favorise les espèces qui ont des niches écologiques différentes les unes des autres. Donc là, la cohabitation, elle devient possible. On se souvient, le terme niche écologique, c'est pas simplement qu'ils ont le même habitat, mais c'est la façon qu'ils utilisent l'habitat. Donc, s'ils sont dans le même habitat, mais qu'ils ont une façon de l'utiliser qui est différente, la cohabitation devient possible. Si on parle, par exemple, de nos lézards, si on assume qu'ils ont absolument la même alimentation, le fait qu'ils soient dans le même habitat, ça pourrait déranger, mais comme il y en a un qui se perche sur les clôtures et l'autre est plus haut dans les arbres, ils ont deux habitats différents, ça serait possible que les deux puissent cohabiter puisqu'ils
ils utilisent les ressources de l'habitat différemment. Donc, ça serait possible que les deux survivent et qu'il n'y ait pas une élimitation d'une des deux espèces. Pour ce qui est de la niche écologique, un peu comme avec nos aires de répartition, on avait les aires de répartition réelles et les aires de répartition potentielles. Bien, pour ce qui est de la niche écologique, on a la niche écologique fondamentale et la niche écologique réalisée. La différence entre les deux. La niche écologique fondamentale, c'est l'ensemble complet des conditions et des ressources dans lesquelles une espèce peut survivre et se reproduire. La niche écologique réalisée, c'est les conditions et les ressources réelles dans lesquelles une espèce vit en raison des interactions biotiques. Okay? Donc, l'exemple ici, c'est une expérience qui a été faite sur des balanes. Donc, les balanes qui sont une espèce de crustacés que vous allez revoir des fois. Si vous regardez des photos de baleines, des fois, on voit des balanes sur leur peau ou sur les huîtres ou les moules, vous allez voir des balanes. Donc, c'est un crustacé. Et il y avait deux espèces de balanes qui vivaient sur une roche. Donc, il y avait Balanus balanoïde en bleu et Ctamalus stelotus, je me souviens bien, en gris. Je vais utiliser Balanus et Ctamalus à partir de maintenant. Mais bref, Ctamalus vivait plus où est-ce qu'il y avait la ligne de marée haute, tandis que Balanus vivait davantage où est-ce qu'il y a la ligne de marée basse. Donc, pour savoir si c'est simplement parce que c'est leur niche écologique fondamentale ou est-ce qu'ils utiliseraient sensiblement le territoire si l'autre espèce n'était pas là, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont gratté complètement Balanus de la surface du rocher. Et ce qu'ils ont vu, c'est que Ctamalus, quand Balanus est disparu, prend l'ensemble du territoire, prend l'ensemble de la surface du rocher ici. Ce qui veut dire que la niche fondamentale d'Octamalus, c'est toute la surface du rocher, mais dû aux interactions biotiques avec Balanus, ben, il se limite à une niche écologique réalisée qui est proche de la ligne de la marée haute, versus Balanus qui va se limiter à une ligne à être sur le rocher proche de la ligne de la marée basse. Donc, dû aux interactions biotiques, ben, leur niche écologique, même si elle était super grande, entre guillemets, parce que ça reste le long d'un rocher, mais le fait qu'il y ait des interactions avec une autre espèce qui sont un peu en compétition va limiter leur niche écologique, qui va tomber dans une niche écologique réalisée. Donc, c'est déjà tout pour les capsules. J'espère que vous avez bien compris. On se revoit pour le cours en présentiel la semaine prochaine. Donc, à bientôt!